Bonjour, chers amis. Je m'appelle Sam Béton et je suis le directeur exécutif de ECLAS. L'objectif de cet atelier virtuel est de vous présenter la stratégie émergente du partenariat de Ouagadougou. Depuis plus d'une année maintenant, toutes les parties prenantes de ce partenariat ont été consultées et cette stratégie émergente est le résultat de ces consultations. Pour cet atelier, nous avons des personnalités emblématiques du partenariat. Nous avons Mariba, directrice de l'UCPO, Fatma Tassi, la première directrice de l'UCPO. On a qui est président éméritus d'Intra Health International et l'un des fondateurs du PO. Nous avons aussi Dr Abraham Agossou, directeur de la santé de la mère de l'enfant. On a Fenosoa Ratsimane Trimana, excusez-moi un peu, de l'FPA. Dr Didier Pongoudier de USAID. On a Mariama Gado, présidente des jeunes ambassadeurs du Niger. Marlène Kenom, religieux. Jérôme Chatigre, président des OSC du Bénin. Et Dr Morgan Koulibaly. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mariba de l'UCPO pour ces mots. À toi, Marie. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend comme il faut. Bonjour, chers participants, que vous soyez jeunes, que vous soyez de la société civile, leaders religieux, représentants du gouvernement, bailleurs de fonds, journalistes, partenaires de mise en œuvre. En gros, mesdames et messieurs, les membres de la communauté du partenariat de Ouagadougou. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes et tous de vous joindre à nous pour cet atelier virtuel que nous espérons permettra à une audience encore plus large de pouvoir se familiariser davantage et s'approprier la stratégie émergente du partenariat de Ouagadougou, stratégie que nous voulons être la vôtre. Alors, après 9 ans d'existence du partenariat de Ouagadougou et à l'entame de la nouvelle décennie 2021-2030, nous avons voulu repenser notre vision, nos objectifs, en solidifiant les acquis du partenariat, mais également en bâtissant et en renforçant d'autres domaines jusque-là inexplorés, sans toutefois perdre de vue notre raison d'être et nos valeurs fondamentales. Alors, la deuxième phase du partenariat de Ouagadougou, lancée en fin 2015 avec l'aval des 9 ministres de la Santé de la sous-région, et qui a pour ambition d'atteindre 2,2 millions d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception, tire à sa conclusion. Nous avons beaucoup à célébrer. Vos efforts ont porté leurs fruits et même si les chiffres officiels que nous avons jusqu'à présent s'arrêtent à 2019, nous avons quand même une idée des tendances qui se dégagent et sommes confiants pour la fin de l'année 2020 et notre objectif commun. Ces résultats sont le fruit de l'accélération que vous avez su insuffler au niveau des ministères de la Santé et autres ministères concernés, avec les partenaires de mise en œuvre, les jeunes et la société civile en général, sans oublier les bailleurs de fonds. Alors, nous avons fait en 8 ans ce qu'il avait fallu 21 ans à réaliser, et encore une fois, nous sommes confiants pour 2020 et communiquerons sur ces chiffres une fois validation et consensus avec les gouvernements de nos 9 pays. Alors, au-delà des chiffres et de l'impact sanitaire et économique que l'augmentation du nombre d'utilisatrices additionnelles de méthodes modernes de contraception a eu sur nos femmes et nos jeunes filles, il nous faut également célébrer l'environnement de plus en plus favorable autour des questions de santé sexuelle et reproductive en général dans notre région, l'accroissement également des financements endogènes, et notamment pour l'achat des produits contraceptifs, ainsi que la reconnaissance des résultats de plaidoyer portés par la société civile et les jeunes, les journalistes que j'ai mentionnés plus tôt. Alors, nous ne le répéterons jamais assez, par contre, des efforts restent à faire. C'est la raison pour laquelle nous avions voulu un processus particulièrement inclusif au moment de l'élaboration de cette nouvelle stratégie. Alors, nous avons mené des consultations durant près de 9 mois auprès de la grande famille du partenariat de Ouagadougou,
dont nombre d'entre vous, que nous ne remercierons jamais assez, ont pris part. Alors, ces résultats, qui sont source de célébration, mais également source de défis, viennent donc de vos contributions qui ont été nombreuses à travers des entrevues ciblées, des rencontres, des formulaires et l'opportunité pour tout un chacun de pouvoir y apporter ses retours et ses ressentis. C'est ainsi que nous avons mené donc une première vague de consultations avant l'élaboration et une deuxième une fois la première mouture finalisée pour s'assurer que cette stratégie, ou en tout cas la mouture de cette stratégie, suivait les grandes recommandations qui étaient ressorties de vos consultations. La participation des pays, évidemment, dans ce processus a été primordiale et nous sommes heureux que nos partenaires et points focaux aient pu répondre présents. Bien que les points focaux au gouvernement ont tous été consultés à propos de la version finale, il nous reste quand même à la présenter officiellement aux 9 ministres de la Santé du partenariat de Ouagadougou, comme il avait été fait précédemment. Mais cette présentation a été bouleversée, comme vous pouvez l'imaginer, par la crise sanitaire, mais ça ne saurait tarder. Alors, pour ce qui est des principes opérationnels du partenariat de Ouagadougou après 2020, certains vous seront certainement familiers, étant donné qu'ils ont également prévalu durant les 2 dernières phases. Comme je le disais plus tôt, nous avons voulu conserver ce qui marchait et pouvoir être encore plus ambitieux. Donc, notre objectif régional, qui est ambitieux et qui sera discuté un peu plus tard dans cet atelier, mais auquel nous voudrions rajouter des objectifs qualitatifs également. Donc, pour rappel, l'objectif de la phase d'accélération est le double de celui de la phase d'urgence. Et donc, pour cette prochaine vision 2021-2030, nous espérons que l'objectif régional, justement, qui est cette fois-ci de 6,5 millions de femmes d'utilisatrices additionnelles, soit donc le double de ce qu'on aura pu rapporter sur la période phase d'urgence et phase d'accélération. Donc, ce qui forcément voudra dire de faire les choses autrement, avec plus d'impact et plus d'efficience. Donc, cette efficience me mène au deuxième principe opérationnel, faire plus et faire mieux dans des contextes parfois préoccupants, par exemple cette crise sanitaire, en sachant les crises économiques auxquelles nous sommes confrontés et qui nous conduisent vers une raréfaction des ressources, les crises sécuritaires, par exemple, dans notre région également, qui sont préoccupantes. Mais la bonne nouvelle est que nous maîtrisons mieux à présent ce qui marche et ce qu'il vaut de mettre à l'échelle. Ensuite, un aspect sur lequel la communauté du partenariat de Ouagadougou a fait de grands progrès, mais pourrait être amélioré, est l'implication significative des jeunes et leur place et impact dans le mouvement. Donc, au niveau de l'unité de coordination de partenariat de Ouagadougou, par exemple, qui se veut être un exemple dans ce domaine, nous avons su et eu à apporter quelques changements dans notre structuration et nos démarches que nous espérons influeront sur les autres parties prenantes du PO, entre autres mesures. En dernier, mais pas des moindres, le partenariat de Ouagadougou est quand même la preuve que nous sommes plus forts, plus vigoureux et aussi mieux entendus quand nous réagissons et que nous activons en tant que bloc. Alors, nous avons vu une solidarité extraordinaire de la part de nos pays ces dernières années et aussi une compétition saine entre acteurs, entre pays, afin de garantir l'atteinte de notre objectif commun. Donc, cela va des voyages d'échange au partage d'expériences lors des caravanes, lors des réunions annuelles, lors des appels mensuels avec les points focaux, où on a eu à voir ces derniers mois des échanges extraordinaires d'expériences, par exemple par rapport à la riposte à la Covid-19, qui ont été partagés par certains pays et surtout les aspects communautaires. Alors, ce bloc a également permis au partenariat de Ouagadougou de magnifier sa voix au-delà des frontières de notre région et de retenir l'attention de la communauté de la planification familiale, des bailleurs de fonds, et maintenir, sinon même accroître, le momentum créé depuis 2011. Alors, d'un autre côté, nous reconnaissons quand même l'identité et les particularités de chacun de nos pays. Chacun de nos 9 pays apporte sa pierre à l'édifice et est confronté également à un set de défis parfois particuliers qu'il est bon de prendre en compte. Alors, nous ne sommes qu'un, mais nous sommes multiples et cela est important. Je voudrais donc terminer en réitérant nos sincères remerciements et notre gratitude à la communauté entière du partenariat de Ouagadougou qui a permis d'en arriver là, en termes de résultats, en termes d'impact, mais également dans l'élaboration de cette stratégie pour les 10 prochaines années et dans laquelle nous espérons vraiment que chacun d'entre vous pourra se retrouver parce que sa mise en œuvre dépendra de chacun d'entre nous et son succès à l'horizon 2030 dépendra en grande partie, non pas des bailleurs de fonds, mais de la société civile, je pense,
et de nos représentants des gouvernements, des ministères de la Santé, ministère des Finances. Et nous comptons vraiment avoir les mesures de notre ambition cette fois-ci et de pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette présentation. La vision proposée du partenariat de Ouagadougou après 2020 s'articule comme suit. Une Afrique de l'Ouest francophone où l'accès facile à la planification familiale de qualité sauve et améliore la vie des femmes et des jeunes et sert de catalyseur pour le développement durable de tous. Alors, cette vision, Fatimata, après avoir dirigé ce partenariat pendant plusieurs années, les toutes premières années, et engrangé de très très bons résultats, que t'inspire donc cette vision? Merci beaucoup, Sinam. Merci à vous tous de m'avoir associé à cet atelier et me permettre de retrouver par Internet, même si ce n'est pas en physique, des collègues avec qui j'ai cheminé pendant des années autour donc de ce partenariat. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de m'exprimer sur cette vision, c'est de féliciter l'ensemble des parties prenantes du partenariat de Ouagadougou. Féliciter aussi l'unité de coordination du partenariat pour avoir initié une large concertation, comme l'a rappelé Marie, et qui a abouti à l'élaboration de cette stratégie pour les 10 prochaines années et qui vont guider la marche du partenariat, qui vont guider les pays dans la mise en œuvre de leur plan. Cette stratégie est basée, comme annoncé sur cette dia, sur les besoins et les défis des pays de l'Afrique en général, mais les besoins et les défis de la sous-région, donc je veux dire de l'Afrique de l'Ouest. Je trouve cette stratégie, cette vision, je la trouve pertinente, je la trouve appropriée, je la trouve arrivée à point nommé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle prend en compte les défis sur le plan sanitaire. C'est-à-dire, on a toujours, et on le sait, la contribution de la planification familiale sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Donc, rendre la planification familiale encore plus accessible à toutes les couches qui en auront besoin, je pense que va contribuer de manière effective donc, à la santé maternelle, donc au bien-être des femmes. Je trouve cette stratégie pertinente aussi parce que sur le plan social, elle met en avant 2 couches importantes de la population. Elle tient en compte les femmes, elle tient en compte les jeunes. Et ce sont ces 2 couches des populations qui ont le plus de défis, qui ont le plus de difficultés à accéder aux services de planification familiale. Donc, je pense que le fait de les mettre en exergue et au centre de cette stratégie, c'est quelque chose de tout à fait approprié. Les femmes, parce que nous le savons, ils ont un pouvoir de décision très faible au sein du couple, au sein de la famille et au sein de la société. Donc, mettre le focus sur la femme, je pense que c'est un élément qui est déterminant et qui est bien réfléchi. Les jeunes, du fait des normes sociales qui font que
leur accès aux services de planification familiale connaît des difficultés. Et nous avons vu ces dernières années donc un leadership qui émerge. Et vous avez cette vision donc, qui va mettre encore en avant les jeunes pour permettre aux jeunes de satisfaire cette ambition qu'ils ont eue, c'est-à-dire d'accéder aux services de planification familiale qui soit à leur portée, qui soit quelque chose qui leur convient et sans absolument, il n'y a pas de coercition, mais ça va être quelque chose de déterminant. Et mettre les jeunes en avant, je pense, c'est quelque chose de tout à fait pertinent. La vision aussi, elle est pertinente parce que sur le plan économique, elle reconnaît que la planification familiale est un catalyseur du développement en général. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'efforts pour se fonder et amplifier ce qui est déjà en cours dans les pays, c'est de parler de la planification familiale comme étant un pilier pour tout ce qui est développement économique et social, et étant un pilier pour les questions de population et de démographie. Donc, je trouve que cette vision, elle est globale et globalisante. Elle est ambitieuse, mais elle permettra de secouer les normes sociales pour qu'on puisse amplifier celles qui sont positives, mais aussi changer celles qui plombent aujourd'hui le bien-être des femmes et des jeunes. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve que vraiment, ça a été quelque chose de bien pensé, de bien conçu. Et je félicite encore les pays, je félicite l'ensemble des parties prenantes d'avoir cette vision qui est ambitieuse pour l'Afrique de l'Ouest francophone et de faire la planification familiale un levier pour le développement sanitaire, économique, social de l'ensemble des pays du partenariat de Ouaga. Merci beaucoup. Merci Fatimata, merci bien. Pour ne pas passer à côté donc, de la réalisation de cette vision inspirante, j'aimerais demander à Fénonsoa à quoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention? À quoi est-ce qu'il faudrait donc qu'on fasse attention pour vraiment capturer cette vision-là et la réaliser? Merci beaucoup, Senam. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vas-y. Ouais. Merci beaucoup, Senam. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord féliciter mes prédécesseurs, notamment Mariba pour sa brillante introduction liminaire et Fatima Tassi pour cette brillante présentation qui renforce donc la pertinence de la vision et qui nous a permis donc de bien appréhender donc les tenants et aboutissants de la nouvelle vision du partenariat d'Ouagadougou pour les années à venir. En ce qui me concerne et par rapport à la question qui m'est posée, je voudrais apporter mon humble contribution sur l'un des défis majeurs que Fatimata a mentionné tout à l'heure dans sa présentation, notamment celui de la et de la planification familiale. Comme vous le savez, il est de notoriété que les pays de la partie centrale du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous membres du partenariat de Ouagadougou, font face à une crise sans précédent, marquée par un extrémisme violent, des déplacements forcés des populations et une insécurité grandissante. La forte incidence des attaques armées contre les communautés, les centres de santé, les écoles et autres institutions et infrastructures publiques a perturbé les moyens de subsistance et l'accès des populations aux services sociaux de base. Il en est de même pour la grande majorité des autres pays, en raison donc des mesures de protection de la population donc, que les gouvernements ont dû prendre
pour faire face à la crise actuelle de la pandémie du Covid-19. Pourtant, les expériences passées ont montré qu'en pareilles circonstances, les programmes de santé de reproduction en général et de planification familiale en particulier ne sont pas suffisamment pris en compte. Les conséquences sont sans appel. Des nombres de plus en plus élevés de grossesses non désirées, d'infections sexuellement transmissibles de plus en plus importants, des avortements non médicalisés qui se déroulent et pour conséquence donc des décès maternels évitables. Or, il est généralement admis que l'accès aux soins de santé de reproduction, dont la planification familiale, est un droit. Et les personnes touchées par les conflits ou les catastrophes sont habilitées à bénéficier d'une protection et d'une aide y afférente. Pour ce faire, il nous faut adopter une approche multisectorielle intégrée. Ainsi, il serait judicieux que dans l'élaboration des plans d'action nationaux budgétisés, de planification familiale, je voudrais dire, les acteurs dans le domaine de l'humanitaire soient fortement impliqués. Et ce, afin d'assurer donc qu'en situation humanitaire, un éventail de méthodes contraceptives à longue et courte durée d'action réversible soit disponible et accessible. Il faut également s'assurer que les informations, notamment les supports d'information, d'éducation et de communication, soient fournis et que les conseils en matière de contraception, qui mettent l'accent sur le choix informé, le consentement, l'efficacité, le respect de l'intimité et de la confidentialité des clients, l'équité et la non-discrimination soient également prodiguées. Enfin, il faut aussi veiller à ce que les communautés soient au courant de la disponibilité des contraceptifs pour les femmes, les adolescents et les hommes. Pour conclure, et faisant un clin d'œil à la Journée mondiale de la contraception de ce samedi 26 septembre 2020, je dirais simplement que, primo, la contraception est un droit humain fondamental. Assurons que les droits y afférents soient respectés même pendant cette période difficile du Covid-19. Secondo, toute aspiration à l'émergence d'un pays est tributaire du triptyque démographie, paix et sécurité, lui-même sous-tendu donc par l'accès universel à la contraception. Je vous remercie. Merci François, merci beaucoup pour votre présentation très claire. Docteur Agosu, les pays membres du partenariat ont un rôle très très important à jouer dans la réalisation de cette vision. Alors, pouvez-vous nous donner certaines orientations sur ce sujet du point de vue des pays? Oui, allô? Oui, allez-y. Ah oui, j'ai eu des problèmes de connexion, donc je n'ai pas écouté la question, mais je crois que je dois intervenir sur la vision. Et oui, moi, particulièrement sur le rôle des pays, sur le rôle important que les pays doivent jouer pour la réalisation de cette vision. D'accord. Merci beaucoup. Et oui, je me joins à mes prédécesseurs également pour féliciter l'organisation de cette réunion et qui nous permet de mieux comprendre cette vision et de voir le rôle que chacun d'entre nous doit jouer pour réaliser les objectifs qui sont prévus. Et moi, je pense que chaque pays doit vraiment prendre tous les points et voir quels sont les aspects et particulièrement qui sont menacés dans ces pays-là. Et en particulier, je crois que pour l'Afrique occidentale, le problème des jeunes est primordial, où on note que les besoins non satisfaits ne cessent d'augmenter. Et pour moi, pour permettre faciliter l'accès de ces jeunes à la planification familiale, il y a 3 leviers sur lesquels il faut agir. Et le premier, c'est au niveau des partenaires qui déjà ont
ont commencé par manifester donc leur intérêt à cette cible et à travers donc un intérêt particulier à leurs activités, au final des activités et en leur donnant vraiment plus de voix pour qu'ils puissent exprimer réellement leurs besoins et que leurs besoins soient vraiment pris en compte. Au même moment, les gouvernants doivent également jouer un rôle en améliorant donc l'environnement qui favorise donc l'accès de ces jeunes à la planification familiale à travers donc une amélioration des sites de prestation, mais également la prise en compte du comportement des prestataires qui parfois laissent paraître leurs préjugés plutôt que d'être des prestataires donc qui doivent être focalisés sur le besoin de ces jeunes, mais très souvent ces prestataires se comportent comme des juges. Et également par rapport aux parents qui doivent vraiment, il faut agir sur les parents donc à travers un changement des normes sociales. Vous savez qu'en Afrique, l'enfant appartient à la communauté. Donc les parents se réservent parfois de ces comportements en se disant qu'est-ce qui va être dit sur mon enfant dehors. Du coup, il y a donc tout un frein donc, à tout ce qu'il doit faire pour l'épanouissement de cet enfant et des sujets qui sont donc tabous. Donc, à travers la révision donc, des normes sociales, ce qui permettra donc de lever ce frein-là, qui sont des tabous pour les parents. Et les pays doivent également s'investir dans la révision de la législation pour favoriser donc donner plus d'opportunités à ces jeunes-là de se manifester. Et ces pays doivent également agir à travers le développement de l'épanouissement de ces femmes pour leur donner donc le moyen Je pense que exprimer entendu. Et l'autre point au niveau de la vision, c'est bien apprécié également le fait que chaque pays soit unique et un membre fort, ce qui permettra donc laisse une ouverture donc pour l'accompagnement de chaque pays en fonction de ses particularités. Et nous avons vu dans la sous-région certains pays qui sont des initiateurs de certaines stratégies, mais aujourd'hui se trouvent à la traîne. Et cela a donc une raison qui est parfois propre à ces pays-là. Je pense qu'une analyse plus approfondie doit être faite pour comprendre pourquoi est-ce que tel ou tel pays qui est initiateur d'une telle stratégie et qui se retrouve à la traîne afin de vraiment adapter l'accompagnement à sa situation. Et je crois, oui, voilà un peu ce point. Donc, pour moi, l'accès, tout ce qui doit être fait pour favoriser, donc, permettre à ces jeunes d'avoir accès à la planification familiale et tenir compte des particularités, des besoins dans des pays qui sont dans la zone et accompagner chacun en fonction de sa spécificité et de ses problèmes particuliers. Voilà donc un peu ce que j'ai noté et compris par rapport à cette vision. Et je m'excuse, je suis à l'interview où la communication est un peu fluctuante. J'espère que vous avez pu saisir l'essentiel de ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Je pense que votre point est très, très bien passé. Je vous remercie. L'autre point important de cette stratégie émergente du PO après 2020, c'est le nouvel objectif de 13 millions d'utilisatrices d'ici 2030. Et donc, cet objectif doublera les 6,5 millions que nous avons actuellement. Alors, Pape Gay, sur quel raisonnement se base ce nouvel objectif et comment pouvons-nous l'atteindre? Très bien, merci Sanam et bonjour tout le monde. Félicitations pour ceux qui m'ont précédé et félicitations pour le mouvement parce que je voudrais bien profiter de l'occasion pour nous rappeler que
Il y a 10 ans, quand des collègues se sont réunis pour ça, nous avons parlé de créer un mouvement. Et je suis très fier de voir que c'est un mouvement qui marche. Et bon, donc là, on veut se focaliser un peu sur le futur. Et donc, nous avons pensé, nous avons estimé que, vu les progrès que nous avons réalisés et vu les réalités de la sous-région, on peut se permettre donc de viser, de cibler 13 millions d'utilisateurs, d'utilisatrices d'ici 2030. Donc, d'ici 2030. Donc, ça va effectivement nécessiter certains éléments, qu'on renforce certains éléments pour pouvoir donc dessiner la stratégie qui va nous permettre d'atteindre cet objectif que quelques-uns diront peut-être ambitieux, mais moi je pense qu'il est tout à fait correct. Donc faisons un peu le point. Donc nous avons constaté qu'entre 2011 et 2020, le partenariat a ajouté 3,8 millions d'utilisatrices, comme Marie nous a communiqué ça tout à l'heure, en matière de contraception moderne, donc en doublant ainsi le nombre au départ. Et comme prévu, malheureusement, cette progression a quand même ralenti depuis que le PO a atteint ce qu'on pourrait dire les tranches un peu plus faciles. Donc, nous avons aussi malheureusement constaté un ralentissement continu. Par exemple, entre 2011 et 2015, il y a eu une diminution jusqu'à 9%. Non, entre 2011 et 2015, c'était 11% de progrès. Mais nous avons vu quand même que pour 2016-2020, il y a eu un ralentissement jusqu'à 9%. Donc, les taux de ralentissement ont également continué depuis 2015, 8% en 2019 et 7% en 2020. Donc, ça pourrait quand même poser des questions et ce qui est sûr, c'est que la stratégie que nous devons dessiner devra tenir compte d'abord de cette perte de vitesse, si vous voulez, mais aussi des nouvelles réalités. Donc, je vais prendre les quelques minutes qui me restent dans mon intervention pour proposer une espèce de canevas, si vous voulez. Parce que d'abord, il faudrait que notre sous-région s'aligne sur le mouvement global qui se dessine pour accélérer le progrès en planification familiale. Notre sous-région est un peu en retard par rapport au reste du monde, mais il y a quand même un mouvement à travers FP 2020, comme vous savez, qui se bat pour qu'on ne perde pas trop les acquis. Moi, je crois il y a 3 points que je voudrais souligner dans mon intervention, auxquels il faudra faire attention quand on veut préparer une bonne stratégie. D'abord, premier point, c'est le changement qui s'est effectué dans le contexte de développement, le contexte de la santé globale, etc. Comme vous savez, il y a eu des changements énormes dans le secteur. De ces 10 dernières années, on peut dire qu'il y a eu un engouement dans notre secteur. Nous ne sommes plus, ce n'est plus l'affaire des gouvernements et de quelques ONG, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a eu un intérêt général, global. Tout le monde veut participer dans les efforts de développement. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui sont venus dans la scène. Il y a les entrepreneurs sociaux, il y a le secteur privé, il y a les établissements académiques qui veulent jouer un rôle plus puissant, etc., etc. Donc, pour nous, la question va être comment faire pour faire de la place pour que tous ces acteurs, toutes ces bonnes volontés puissent participer. Et c'est vrai dans notre sous-région, etc. Le deuxième point qui a amené des changements radicaux dans le contexte de travail, c'est la technologie. Avec l'avènement de la technologie, des outils numériques, tous les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui, on peut se permettre de rêver et on peut se permettre d'être beaucoup plus ambitieux qu'on l'a été au début du mouvement
du partenariat de Ouagadougou. Donc ça aussi, c'est un changement clé qui s'est effectué et il faudra qu'on en tienne compte pour tracer donc notre nouvelle stratégie. Enfin, le troisième point qui est quand même, à mon avis, un très très gros point, c'est le développement économique que nous sommes en train de vivre dans la sous-région. On dit que l'Afrique commence à décoller, l'Afrique se développe. Il faut dire que dans tous les pays où nous évoluons, il y a eu quand même des progrès nets en matière de développement économique. Bon, avec le Covid cette année, c'est un peu difficile, mais il faut dire que le continent africain en général et notre sous-région en particulier a fait énormément de progrès et quand on regarde un peu dans l'avenir, le développement économique, il est vrai. Donc, cette formulation dans la vision dont on a discuté au début, en disant qu'on veut que la planification soit un élément catalytique, un élément catalyseur pour le développement économique, c'est une réalité. Ça, c'est une discussion qu'on ne pouvait pas avoir il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et l'élément de planification familiale est un élément clé dans ce développement économique parce que si nous y faisons attention, comme les Asiatiques ont fait, ça va nous permettre d'accélérer ce progrès économique. Donc pour moi, c'est donc des éléments de réflexion et le message pour terminer, c'est que, comme le dicton le dit, ce qui nous a permis d'arriver ici aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qui va nous permettre d'aller là où on veut. Donc, on aura besoin de réfléchir, de voir les changements, de voir les nouveaux acteurs, de voir les nouvelles opportunités pour vraiment dessiner quelque chose qui va nous permettre d'atteindre cet objectif et moi, je dirais, sinon de le dépasser. Je vous remercie. Merci. Merci, Pape. Merci pour cette contribution très, très riche. Docteur Norbert Coulibaly, j'imagine que vous avez d'autres points à ajouter dans ce cadre du nouvel objectif. Norbert? Oui, tout à fait, Sénen. Alors, à la suite de ce que Pape vient de dire, je pense qu'il est important de souligner que l'objectif d'atteindre 13 millions d'utilisatrices d'ici 2030, c'est vraiment un objectif réaliste et qui répond à l'ambition même du partenariat et surtout l'ambition des programmes de planification familiale de la région, des pays du partenariat de Ouagadougou. On peut expliquer ça de façon assez claire, c'est que du fait même de la croissance démographique sur la prochaine décennie, si rien n'est fait, nous allons avoir 2,4 millions d'utilisatrices additionnelles au cours de la période. Mais nous, si on se base également sur les progrès qui ont été accomplis au cours de la dernière décennie, et je profite pour dire que la plupart dans ces deux phases, les pays, en tout cas la région, a dépassé ses objectifs. Donc, si nous nous basons sur cette dynamique, nous pouvons toujours avoir 3 millions d'utilisatrices additionnelles d'ici 2030. Mais en tenant compte de toute la dynamique qui est en cours et de tous les efforts d'investissement que les gouvernements sont en train de faire avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous sommes convaincus que d'ici 2030, nous pouvons très bien atteindre 13 millions d'utilisatrices, c'est-à-dire doubler l'objectif à partir de 2020. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. En mettant surtout, lors de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou en 2019, je pense que nous avions rappelé tout le potentiel de la région en la matière. Nous avons
bien sûr, des gouvernements qui sont très engagés. Nous avons des parlementaires qui sont également engagés. Nous avons une société civile qui est très dynamique et très engagée également. Et de plus en plus, nous avons aussi l'implication croissante du secteur privé dans la planification familiale. Et je n'oublie pas, bien sûr, les chercheurs, les institutions de recherche. Nous avons l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et il ne faut pas oublier toute la dynamique au niveau des communautés qui s'engagent à travers des groupes d'engagement communautaire pour soutenir la planification familiale et de façon générale les services de santé essentiels. Donc, nous avons le potentiel. Nous pensons qu'avec les axes qui ont été déclinés dans la stratégie, en investissant à fond sur la jeunesse en termes de renforcement de capacités, mais aussi de responsabilisation, en innovant, je ne pense pas bien le dire, avec les nouvelles technologies, mais aussi en mettant à l'échelle les pratiques à haut impact, qui sont des évidences prouvées pour accélérer nos programmes de planification familiale. Nous avons parlé également de tout ce qui concerne le changement social et de comportement, qui va permettre justement de créer la demande et de permettre au pays de pouvoir continuer à accélérer leur progrès vers l'atteinte des objectifs. Et nous avons bien sûr le concours, la mobilisation des ressources. Là-dessus, il y a beaucoup d'initiatives dans les pays pour le financement sur la durée, pour permettre l'accès des populations aux services de planification familiale à travers plusieurs initiatives, y inclut bien sûr les initiatives de couverture sanitaire universelle. Donc ce sont autant de potentiels sur lesquels nous nous basons pour être rassurés que d'ici 2030, nous pouvons atteindre, sinon dépasser, l'objectif qui a été fixé. Chaque pays est capable de le faire. Et nous pensons que chaque pays, comme pour la décennie qui vient de s'écouler, va redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre son objectif spécifique et de façon collégiale contribuer à l'atteinte des 13 millions d'utilisatrices d'ici 2030 au niveau de la région. Merci beaucoup. Merci Norbert. Tu restes un peu avec moi parce que je ne sais pas si Jérôme a pu se joindre au pôle. Mais je sais que actuellement nous mesurons le taux de prévalence contraceptive. Nous mesurons aussi les besoins non satisfaits. Et ce que j'aimerais savoir, peut-être que je devrais ajouter Marie à cette discussion aussi. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, d'autres indicateurs qu'on pourrait traquer en plus du TPC et autres pour vraiment être sur le bon chemin? Oui, alors, comme je disais en introduction, au-delà de l'objectif régional d'utilisatrices additionnelles qui jusque-là a très bien marché et a su fédérer justement tous les pays autour d'un objectif commun, qui a su nous donner justement une idée de l'accroissement et de l'atteinte de notre objectif commun. On sait qu'il y a d'autres sortes d'objectifs qui pourraient être utiles, certains objectifs qui pourraient être quantitatifs, d'autres qualitatifs. Par exemple, on parle beaucoup du taux de prévalence contraceptive, mais un objectif un taux sur lequel on aimerait beaucoup se concentrer également est le taux de prévalence contraceptive chez les jeunes. Les données, on sait, sont très imparfaites quand il s'agit des jeunes, et ça c'est aussi un des points de focus pour le partenariat de Ouagadougou dans les années à venir. C'est de pouvoir avoir de meilleures données justement sur ce taux de prévalence contraceptive et le dissocier de celui des femmes en union et les femmes en général. Alors, il y a d'autres sortes de mesures également pour les jeunes. Quand on parle justement de mettre le focus sur les jeunes, ce n'est pas forcément juste en termes de leur implication significative ou qu'ils soient dans les instances de décision. C'est aussi de pouvoir comprendre et maîtriser un peu mieux le taux de fécondité des adolescents et l'âge du mariage, par exemple.
les mesures de santé maternelle et infantile, le taux de mortalité, les taux de nutrition, qui on sait ont aussi un impact sur les taux de prévalence contraceptive, et toutes les mesures de qualité pour les interventions du type changement social et comportemental, dont on a beaucoup parlé ici, les normes sociales. Je pense que ce sera le gros projet pour la vision 2021-2030, quand on parle de faire les choses autrement. Et je voyais le commentaire du Niger, notre collègue du Niger, Abou Maïmouna Diallo, justement, sur ce sujet-là, où le pourcentage de femmes qui reçoivent des informations sur la planification familiale dans les centres, le fait aussi, je pense qualitativement, dans les centres, pour les femmes de se sentir à l'aise, de pouvoir participer dans la prise de décision, que ce soit dans leur couple, que ce soit hors union. Donc ça, ce sont des exemples de mesures qu'on aimerait intégrer au fur et à mesure dans les indicateurs, non seulement du partenariat de Ouagadougou, mais tous les partenaires qui travaillent avec nous, pouvoir nous concentrer sur ces aspects-là. Et je pense que ça ne fera que renforcer justement l'atteinte de notre vision d'ici 2030. Merci, merci Marie. Mais puisque j'étais à l'antenne, peut-être que tu pourrais parler un peu de la distribution pour chaque pays pour atteindre cet objectif ambitieux. Alors, on a utilisé à peu près la même méthodologie que pour la phase d'urgence et la phase d'accélération, c'est-à-dire une fois que l'objectif régional est fixé, c'est de pouvoir les morceler entre les 9 pays selon leur poids démographique. Je pense que c'est tout à fait normal de vouloir étayer ces objectifs sur ce critère-là. Et aussi par année. Donc, chaque année, comme on a fait dans la phase d'accélération, chacun des pays aura une idée de l'objectif qu'il aura à atteindre en termes de femmes additionnelles. Et on aura aussi les autres objectifs qu'on essaiera de décliner par pays. Et donc, forcément, les pays avec les plus gros poids démographiques, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Sénégal, sont ceux qui, par tradition et de nature, auront les objectifs les plus élevés. Ce sera aussi le cas dans les prochaines années. Mais cela voudra dire que de toute façon, cela ne veut pas dire de toute façon que l'effort est moindre pour les pays qui ont un objectif un peu plus réduit. Un pays, par exemple, comme la Mauritanie, qui a un poids démographique beaucoup moins élevé, par exemple, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, aura d'autant plus d'efforts à fournir pour pouvoir atteindre son objectif. Et donc, quand on passe de la phase urgence d'agir à la phase, par exemple, d'accélération, où on a doublé cet objectif régional, où il a fallu passer de 1 million de femmes additionnelles à 2,2 millions. Ça a l'air tout petit comme ça, mais il faut savoir que chacun des pays, ou la plupart des pays en tout cas, ont dû doubler leur taux de prévalence contraceptive pour arriver à ce nombre d'utilisatrices additionnelles. Donc, nous allons traquer non seulement les utilisatrices additionnelles, les TPC, mais aussi les TPC pour les jeunes et d'autres indicateurs comme dont j'ai parlé précédemment par rapport à la nutrition et la santé maternelle, par exemple. Merci Marie, merci beaucoup et merci à Pape Norbert aussi pour toutes vos précisions. Alors, le PO dans sa nouvelle stratégie, je propose d'aborder d'autres domaines d'intervention et nous avons avec nous Didier Kangoudier, docteur Didier Kangoudier, qui va nous présenter certains de ces nouveaux domaines et nous en dire un peu plus. Didier, si tu m'entends, tu es à l'antenne. Oui, je t'entends très bien. Tu m'entends aussi? Oui, très bien. Ah, merci beaucoup. Donc, comme les précédents intervenants l'ont dit, nous voulons aller vers cette nouvelle ambition, ces nouvel objectif qui est de pratiquement passer à une cadence beaucoup plus accélérée. Et pour cela, il y a des domaines, on les appelle additionnels, mais en fait, ce sont des domaines sur lesquels on n'avait pas suffisamment appuyé. Et là, je parle du domaine de jeunes et celui des normes sociales. En ce qui concerne les jeunes, par exemple, nous devons
absolument adapter et financer les programmes axés sur les jeunes. Pour le moment, la majorité de plans d'action national budgétisés consacrent à peine 15% de leurs coûts aux interventions de jeunes. Et cela n'est pas suffisant. En deuxième lieu, en ce qui concerne les jeunes, il faut la disponibilisation donc, de ces ressources pour des interventions à haut impact, des pratiques à haut impact. Il faudrait bien sûr renforcer la participation des jeunes aux événements de la promotion de la SSRJ. Comme vous le savez, le jeune les répète tout le temps, tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Et enfin, un aspect important de ces domaines de jeunes, c'est en fait, c'est coordonner les plaidoyers et les politiques pour les législations en faveur des jeunes. Vous savez, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui a encore la loi de la reproduction sexuelle qui date de 1920. Et il y a eu un couac, tout simplement parce que la problématique des jeunes n'avait pas été très bien abordée. Mais cette problématique des jeunes, disons, ces domaines de focus pour l'après 2020, comportent des défis. Et ces défis-là, c'est effectivement comment atteindre cette masse critique de jeunes qui ont besoin de l'APF, mais pour lesquels l'accès doit se faire d'une manière différente, je veux dire avec des approches basées sur l'évidence. Le deuxième domaine qui devra absolument recevoir notre attention pour que nous puissions aller vers ces nouvelles ambitions, ça sera le domaine des normes sociales. Il est question, en fait, ici, de soutenir le pays pour changer les normes sociales qui font obstacle à l'APF. Et ces normes sociales sont de vrais pesanteurs socioculturels qui plombent notre envolée, ou disons l'envolée de la plupart des pays dans notre région. Et cela veut dire qu'il faut travailler intimement avec les leaders religieux et les leaders communautaires, mais aussi et surtout, et là c'est là où il y a le nerf de la guerre, financer le programme axé sur les changements sociaux et les comportements. Il y a une urgence dans ce domaine, dans la mesure où il y a beaucoup de réticences dans beaucoup de nos partenaires, aussi bien d'ailleurs, sur la nécessité de mettre un coup d'accélération sur les financements des activités sur le comportement, changement de comportement, changement social des comportements. Mais le grand défi, en fait, dans ces domaines, comme on le sait, c'est cette inégalité entre les sexes, cette fameuse apocratie au pluriel dans notre région. Et cette inégalité de sexe constitue un obstacle majeur à l'APF et, comme vous le savez, au pouvoir décisionnel. Ces deux domaines sur lesquels, si nous pouvons vraiment les appuyer, nous pouvons obtenir cette cadence avancée pour atteindre notre objectif ambitieux et même probablement les dépasser. À vous. Merci Didier. Merci. C'est cette personne qui a dit cette phrase célèbre: si le partenariat de Ouagadougou n'existait pas, il fallait le créer. Merci Didier. Merci. Alors Mariam, en tant que leader jeune, que penses-tu du focus de cette stratégie sur la jeunesse? Merci beaucoup Sénat. Moi je pense que c'est vraiment une bonne chose de faire un focus sur la jeunesse, parce que d'autant plus que la jeunesse représente le présent, mais également le futur. Et sachant qu'il est vraiment très important de répondre aux besoins des jeunes, on a vu qu'il y a beaucoup de besoins de jeunes qui ne sont pas satisfaits. Donc, il est très important de répondre à ces besoins-là. Et je pense que dans la stratégie post-2020 du PO, c'est vraiment le focus sur les jeunes est vraiment crucial, parce que de cela, en fait, va dépendre le succès aussi de la stratégie du PO, à savoir la capacité de mieux servir les jeunes pour atteindre les objectifs.
Très bien. Et parce que, comme l'a dit tout à l'heure, enfin, je ne sais plus, tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes. Je pense que c'est votre phrase clé. Et particulièrement, parce que moi, ce que j'aimerais, on a parlé d'intégrer les jeunes, d'accroître la participation des jeunes aux événements du PO. Il y a certains programmes, par exemple, qui mettent l'accent sur le leadership des jeunes. Vous êtes une jeune très active dans votre pays, au Niger. Vous avez gagné même des concours internationaux. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, nous dire sur cette place des jeunes, vous particulièrement? Comment vous voyez-vous dans les 10 prochaines années à créer de l'impact dans ce mouvement qui est le nôtre? Moi, je vois vraiment la participation des jeunes à tous les échelons, hein, parce que, comme vous l'avez dit, tout ce qui est fait sans nous et contre nous, c'est notre slogan. Et je pense qu'à travers la stratégie du PO dans les 10 prochaines années, il faudra vraiment miser sur l'engagement des jeunes, parce qu'il peut être plus facile d'atteindre les jeunes et de satisfaire leurs besoins, mais il faut également mieux comprendre en fait les besoins des jeunes parce qu'on a des spécificités et il faudra engager significativement les jeunes dans l'élaboration de toutes les stratégies qui concernent les jeunes pour mieux satisfaire leurs besoins, parce qu'on est là vraiment pour apporter de nouvelles idées, une nouvelle énergie et on est là pour faire le changement en fait. Et dans les actions de changement de normes sociales, c'est vraiment quelque chose de très pesant dans beaucoup de nos pays. Par exemple, chez moi, le Niger, les normes sociales pèsent beaucoup dans l'accès des jeunes aux services de planification familiale et de santé de la reproduction. Donc, il faut vraiment impliquer les jeunes pour être sûr de mieux comprendre ces normes sociales-là parce qu'on les vit chaque jour. On est là pour vraiment donner les informations qu'il faut pour mieux comprendre, mais aussi on connaît certaines voies qui peuvent être utilisées pour apporter le changement dans ces normes sociales-là. Et c'est nous qui allons en fait établir les normes sociales de demain. Donc, autant on nous implique à établir les meilleures normes sociales, autant on prépare aussi l'avenir. Parce que comme je disais, non seulement on est le présent, mais on est aussi l'avenir. Et je pense qu'on aura besoin aussi de beaucoup de coaching, au-delà du fait qu'on a ces nouvelles idées-là, qu'on a l'innovation. Il faudra vraiment renforcer les capacités des jeunes et favoriser leur accès aux différentes ressources utiles pour permettre d'atteindre des objectifs, pour qu'on puisse vraiment développer des projets, des stratégies qui vont aider à assurer l'accès aux services SRPF. Et comme on le dit, chaque génération a l'obligation morale de donner généreusement à la génération qui suit. Donc, on compte sur les aînés pour vraiment faire ce coaching-là pour nous accompagner. Merci. Il y a aussi l'implication effective des jeunes, hein, surtout dans les instances de prise de décision qui les concernent, pour vraiment être sûr que les engagements qui sont pris sont respectés. Il faut vraiment nous impliquer aussi dans le suivi et le respect des engagements. Et comme disait Didier, financer les projets en faveur des jeunes et les projets aussi des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont là, que les jeunes veulent mettre en œuvre. Il faut adapter les financements aux jeunes, mais aussi financer ces projets-là. Merci Marianne, merci beaucoup et surtout merci pour ton leadership. Pendant les dernières années, le PO a mis l'accent sur l'intégration de la société civile et particulièrement les leaders religieux. Et nous avons avec nous Marlène Quenom, leader religieux. Marlène, est-ce que tu es avec nous? Attends, je vais... Oui. Allô? Donc, oui, voilà. Oui, voilà. Donc, merci. Donc, comment trouves-tu qu'on pourrait continuer dans cette lancée-là et même comment est-ce qu'on pourrait faire mieux après 2020? Merci Senam pour la question. J'ai suivi avec attention tous ceux qui m'ont précédé et je crois que il faut vraiment mettre un accent sur les normes sociales
Et ces normes sociales peuvent effectivement être des barrières parce que à travers les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, c'est vrai que nous sommes tous africains, mais nous avons nos réalités. Il faut vraiment que nous prenions en compte chaque réalité au niveau de chaque pays et élaborer des actions, des programmes qui vont avec chaque pays, les adapter en fait. Alors donc, je crois que toutes les 8 dernières années, nous avons fait un grand pas. Le partenariat de Ouagadougou a fait un grand pas grâce à ces parties prenantes, aux partenaires, grâce à la société civile, à la jeunesse, aux femmes, tous les leaders religieux qui ont pris part sont à saluer parce que nous avons remarqué déjà un brassage intergénérationnel. Nous avons remarqué aussi que les jeunes peuvent maintenant s'asseoir et discuter avec les leaders religieux, avec les personnes adultes et partager leur point de vue sans pour autant être critiqués. C'est déjà un point énorme, une avancée énorme et c'est vraiment à saluer, à célébrer et cela a dû être possible grâce au partenariat de Ouagadougou. Donc pour l'après 2020, je crois qu'il faut redynamiser tout cela, qu'il faut mettre nos efforts à contribution pour continuer à lever d'autres barrières qui sont encore plus résistantes et faire en sorte que les programmes ou les activités que nous mettrons en place soient initiés et vulgarisés par la jeunesse et que les leaders religieux aussi prennent part activement à ce travail formidable qui va être fait. Alors, nous devons mettre un accent particulier sur l'éducation à la base, l'éducation sexuelle intégrée à l'éducation scolaire et faire en sorte que les jeunes comprennent qui ils sont, ce qu'ils sont et quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer au niveau de leur corps et pouvoir prendre la mesure des choses très rapidement. Et il faut remarquer aussi que au niveau de la promotion des droits sexuels, qui peut même être un levier pour le changement social de comportement, parce que si le jeune il sait que dans son pays on l'autorise à s'exprimer, on l'autorise à parler et à faire ses choix, ses propres choix, la jeunesse peut s'appuyer sur ces droits-là pour sans pour autant frustrer les aînés et faire en sorte que ces droits-là soient respectés avec l'accompagnement des gouvernants. Donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait des droits des lois qui soient votées dans ce sens-là pour faciliter, ouvrir la porte à la jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer valablement. À cela doit s'ajouter la lutte sans merci contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles, parce que lorsqu'elles se sentent mutilées, lorsqu'elles se sentent bâillonnées et qu'elles ne peuvent pas parler, il est difficile d'atteindre des objectifs du partenariat de Ouagadougou d'ici 10 ans dans ces cas-là. Et les femmes doivent pouvoir s'exprimer, donc il faut un accompagnement solide et fort, ne surtout pas baisser les bras par rapport à cela, et c'est en cela que les leaders religieux deviennent des moteurs de ces actions-là. Et les leaders religieux doivent se mettre ensemble. Et pour les poches qui sont encore résistantes, nous devons aller vers ces personnes-là, discuter et les amener à leur faire comprendre que le monde appartient d'abord à la jeunesse, à la femme, et nous devons faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Alors donc, l'autre aspect de la chose sur lesquels il faut mettre un point d'honneur, c'est l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Lorsque le jeune il se sent autonomisé, responsable, le changement social de comportement devient une réalité. Et lorsque dans un environnement, un jeune réussit, il devient un exemple pour les autres jeunes et ça devient comme un effet de boule de neige et ça prend plus vite. Donc, encourager les jeunes à s'autonomiser, à se responsabiliser, à changer de comportement vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société. Il faudrait aussi mettre un accent particulier sur les engagements de nos dirigeants, nos dirigeants qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas peut-être la possibilité à chaque fois de respecter leur engagement, que cette fois-ci, que les 10 années à venir, que les gouvernants puissent respecter véritablement leur engagement et accompagner la jeunesse. Et ce n'est qu'à ce prix-là
que la planification familiale et tout ce qui va avec peut être vraiment un levier de développement pour chaque État au sein du partenariat de Ouagadougou. Merci beaucoup, Marlène. Merci pour cette intervention. Alors, nous arrivons à la partie où nous allons commencer à répondre à certaines questions. Je pense qu'il y a Claudia Vondrasek, que nous connaissons tous, qui a posé une question. Alors, sa question, c'est quels sont les benchmarks que nous pouvons utiliser pour mesurer l'avancement vers les objectifs d'ici 2030, surtout pour l'accès aux services des jeunes. Alors, je vais demander peut-être à Mariba de répondre à cette question. Merci Senam et merci beaucoup pour la question Claudia. Alors tous ces indicateurs-là, que j'ai mentionné plus tôt par rapport aux normes sociales, par rapport aux jeunes, ce sont des indicateurs sur lesquels nous devons encore travailler et nous voudrions, en tout cas au niveau de l'UCPO, que ce soit des benchmarks qui soient identifiés avec les partenaires et également avec les jeunes. Donc, c'est quelque chose pour laquelle nous reviendrons vers vous, évidemment. L'accès aux services des jeunes, ça a toujours été une des questions les plus importantes quand on parle d'implication, justement, de pouvoir impliquer les jeunes non seulement dans les instances de décision, mais je pense que ce qu'on va devoir regarder, c'est justement l'implication des jeunes dans les instances de décision. Donc, par exemple, l'élaboration des plans d'action nationaux budgétisés. Quand on s'assure que les jeunes font partie des revues, des évaluations de ces plans et des élaborations de ces plans, à ce moment-là, c'est aussi s'assurer de pouvoir rectifier justement toutes les barrières à l'accès aux jeunes. Donc ça, c'est une possibilité, par exemple, qu'on aurait à identifier et à mesurer. Il y aurait aussi, et beaucoup de choses ont déjà été faites sur ces aspects-là, mais qui pourraient être renforcées sur le biais que les prestataires de services ont par rapport à l'accès des jeunes, par exemple. Un autre point serait justement de pouvoir dissocier on a beaucoup parlé des centres de santé jeunes selon qu'ils fonctionnent ou pas. Je pense que les évaluations sont assez mitigées ou partagées, mais en tout cas, l'essentiel de mon propos, c'est pour dire qu'on reviendra vers les partenaires et surtout vers les jeunes, qu'on voudrait soit partie intégrante justement de comment identifier ces benchmarks-là, comment les suivre, et les jeunes pourraient être justement les acteurs de ce suivi-là, de ces évaluations-là, par rapport à l'accès aux services pour eux, d'ici à 2030. J'espère que j'ai répondu à la question ou en partie. Si d'autres collègues ont, je ne sais pas, Norbert par exemple, ont des choses à rajouter. Norbert n'est pas avec nous, mais je pense quand même que tu as répondu à la question. Ce que j'aimerais faire, c'est poser une question à Fatimata. Donc, je vais ajouter Fatimata. Et cette question est liée justement au gouvernement et aux bailleurs. Et pour atteindre cet objectif, on sait que dans ce mouvement, les gouvernements et les bailleurs sont en fait deux moteurs de ce partenariat. Et quels conseils pourrais-tu donner justement entre maintenant et 2030 pour tirer le maximum de ces deux acteurs clés? Je crois que j'ai été un peu déconnectée, mais j'ai compris que la question m'est adressée, n'est-ce pas, Senam? C'est bien ça? Oui, merci beaucoup. Oui, bien sûr, sur la participation des gouvernements et des bailleurs. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on pourrait l'optimiser? Moi, je pense que le chemin est tout tracé. Hein? Le chemin est tout tracé parce que aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui existe et qui permet de donner la voix au pays. Donc,
Nous avons en ce moment donc les points focaux qui sont mais vraiment les leviers importants. Et quand je parle des points focaux, c'est les points focaux dans les pays, ceux qui sont avec le ministère de la Santé, mais nous avons les points focaux de la société civile, nous avons les points focaux qui sont des jeunes et même la représentation des femmes. Et je pense qu'il faut continuer à appuyer ces points focaux. Il faut continuer à engager et faire en sorte que ces points focaux au niveau des pays continuent à se concerter et à se soutenir mutuellement, parce que les gens doivent avancer. Il faut aussi que, je pense au niveau, les réunions annuelles continuent, parce que c'est un moment qui est important et qui permet au pays de se reconnecter, de s'épauler et aussi d'aller vers ce que Maria a appelé une compétition, mais une compétition très saine, et où il y a cet aspect de redevabilité que chaque pays a envers les 8 autres pays du partenariat de Ouaga. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il faut qu'il y ait un engagement soutenu des pays, qu'on sente que les pays sont au niveau du dispositif, qu'ils éclairent, qu'ils accompagnent et aussi qu'ils contribuent. Parce qu'on a l'habitude de dire, et on le disait déjà dans le partenariat de Ouaga, il faut absolument cette indépendance contraceptive, parce qu'on ne peut pas dire que la planification familiale est un élément important pour le développement économique et social du pays et laisser le financement de cette composante à l'aide internationale. Je pense qu'il est temps qu'on puisse voir beaucoup plus d'engagement dans le financement, donc des plans par les gouvernements. Je pense que maintenir ce momentum, très souvent on a des indicateurs quantitatifs, des indicateurs qualitatifs, mais on ne mesure pas souvent le degré donc, de ce mouvement, la force de ce mouvement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi à maintenir. Et je crois que les dispositifs sont déjà sur place. Il suffit tout simplement de l'actionner. Maintenant, il y a quelque chose, parce que cette vision et cette stratégie, vous l'avez dit, fait appel à des objectifs, à des acteurs et des domaines additionnels. Et l'un des domaines additionnels qui est clé, c'est aujourd'hui les normes sociales. Vous l'avez dit, ces normes sociales qui plombent un peu l'avancement dans ce domaine-là. Moi, je pense que parmi les choses aussi qu'il faut penser, c'est d'impliquer les sociologues. Il faut absolument que les anthropologues et les sociologues soient mis à contribution pour aider à comprendre quelles sont ces normes sociales, qu'on les dissèque, qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec. Et ça éclairera certainement la voie. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est par rapport à la composante avec les religieux. Je crois que j'ai bien apprécié ce que Dr Kenom a dit par rapport aux religieux, mais je crois qu'il faut aussi mettre l'accent sur la contribution des religieux sur les questions de mariage précoce et le relèvement de l'âge du mariage. Parce que j'ai l'habitude de dire que dans toutes nos sociétés, qui sont ceux qui célèbrent les mariages, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, partout, c'est les religieux. Et je pense que ça, c'est une contribution de taille que les religieux pourraient apporter donc, dans cette dynamique. Surtout qu'aujourd'hui, nous ciblons cette nouvelle stratégie au cœur de son dispositif les jeunes. Je pense que ça, c'est un créneau
sur lequel les religieux pourraient jouer et apporter une contribution qui puisse être une contribution qu'on peut mesurer, qu'on peut voir, parce que jusque-là, ce qu'on voit, il y a énormément, il contribue à la vulgarisation des messages, il contribue au plaidoyer, mais je pense que ça, ce sera une action et un déterminant sur lequel ils peuvent agir et qui amènera des changements, qui seront des changements qui pourraient être qualifiés et quantifiés. Voilà. Merci Fatimata. J'aimerais juste mentionner que le point de la recherche est un point capital et très important dans la nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie offre une place de premier plan à la recherche, donc sur le point des sociologues pour les normes sociales, mais sur beaucoup d'autres points, vous allez voir que la recherche a une place privilégiée dans cette stratégie, et pas simplement la recherche qui vient d'ailleurs, mais la recherche qui est dans notre région. C'est travailler avec les chercheurs de notre région, les universitaires de notre région, les sociologues, les psychologues, et pouvoir vraiment avoir un corps de métier qui est la recherche qu'on apporte à ce mouvement-là. Donc, merci Fatimata. Il y a une question, je pense que c'est la question de Naomi, et elle dit ceci: vous avez parlé des programmes de changement de comportement et normes sociales comme parents pauvres vis-à-vis des financements des bailleurs. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Alors, je vais ajouter Mariba et Dr Kangoudier, dès qu'il sera à l'écran, pour répondre à cette question-là. Marie? Merci, Sena, mais peut-être que Pape, tu pourrais rajouter Pape, peut-être, il aura peut-être quelque chose à rajouter. Alors, merci beaucoup pour la question, Naomi. C'est vrai qu'on a toujours déploré le fait que la création de la demande ou les normes sociales et le parent pauvre en général dans les plans d'action nationaux budgétisés. Et c'est ce qu'on essaie de corriger avec la nouvelle vague et les nouvelles élaborations de plans dans lesquels nous sommes impliqués, les partenaires aussi comme HP+, sont impliqués. Il a fallu quand même faire une analyse des budgets, une analyse de CPA-NBLA pour se rendre compte que c'était le parent pauvre. Une des explications, je pense, qu'on pourrait donner, c'est le fait que il y a eu tellement d'engouement au départ, par exemple, en tout cas du partenariat sur l'accès aux services, sur la disponibilité des produits, sur la formation des prestataires, que les normes sociales et les changements de comportement ont eu à prendre un backseat, on va dire, sur ces autres thèmes-là. Et c'est parfois aussi beaucoup plus facile, je pense, pour les bailleurs, c'est une réponse facile peut-être, de financer d'autres aspects qui sont peut-être moins controversés. C'est vrai qu'au début, en tout cas, au 2011, on a fait énormément de chemin depuis lors, mais la planification familiale est encore tabou. Je sais qu'il y a par exemple certains pays où on parle encore d'espacement de naissance. C'est pour dire qu'il y a encore du chemin à faire, et tout ça est reflété justement non seulement dans les budgets, mais dans les notes de service qui sont passées, dans les décisions qui sont prises et les politiques. Et c'est une des choses sur lesquelles on essaie aussi d'influer et d'influencer. Voilà, c'est un élément de réponse par rapport à le manque de financement pour cet aspect-là. Peut-être que Pape a quelque chose à ajouter. Oui, merci Marie. Mais non seulement ça, mais c'est aussi un des aspects les plus difficiles de notre travail. Tout ce qui concerne les déterminants socio-culturels, il faut le dire, c'est des choses qui sont très difficiles à saisir. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est très compliqué. Troisièmement, c'est une histoire à long terme. Ce n'est pas un investissement dont on voit les résultats tout de suite.
alors que nous savons que chez les bailleurs, la tendance, c'est de financer des choses qu'on peut démontrer tout de suite. Donc, tout ça fait que, effectivement, c'est un domaine où il y a un sous-investissement. Les gens ne savent pas. Bon, je suis content de voir que récemment, il y a une bonne prise de conscience et il y a effectivement des fondations comme Hewlett et autres qui commencent à financer des activités dans ce sens. Mais il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille aussi, ce sont des éléments qui favorisent la localisation. Donc, ce que nous voulons faire par le mouvement, par le partenariat de Ouagadougou, ça nous donne l'opportunité de dire « Ah, voilà un domaine que nous devons prendre en charge nous-mêmes. » Parce qu'en fait, les étrangers n'ont pas quelque chose à nous apprendre là-dessus. C'est nous-mêmes qui connaissons les réalités de nos pays, nos cultures, etc. C'est nous qui devons voir comment faire participer tout ce qui doit faire participer. Comme vous dites tout à l'heure, les chercheurs, les chercheurs traditionnels, etc. Mais en mon sens, c'est l'analyse que je me fais de ça. En fait, c'est là où le bas blesse. Hein. C'est là où on s'arrête. Parce que là, c'est comme si on est devant un mur, quoi. On ne sait pas quoi faire. Alors là, on jette les bras, on se dit, bon, c'est culturel. Alors là, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Donc, pour nous, il faut saisir l'occasion et se dire que, bon, c'est un domaine où nous avons beaucoup à apporter et nous n'avons pas à attendre. Donc, il faudrait qu'on trouve nos moyens, nos ressources personnelles pour aborder ce sujet. Merci. Et c'est vrai que le fait que ce soit sur le long terme est parfois difficile à mesurer. Tout à fait. Il y a des partenaires quand même qui se focalisent dessus depuis quelque temps, et je pense à Lydia, par exemple, qui est sur l'appel. Mais effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire avec les partenaires, avec les ministères de la Santé, pour mieux comprendre comment identifier ces indicateurs, comment les mesurer. C'est ça. Et une autre chose, effectivement, Pape, sur laquelle tu as touché, je suis absolument d'accord. Parfois, le messager est extrêmement important, encore plus important que le message. Exactement. C'est vrai que pour moi, par exemple, ce sont des ressources, beaucoup de ressources endogènes et de ressources domestiques doivent être allouées à ce genre de thèmes, parce que je pense que ce sera toujours mieux accueilli quand ça vient de cette communauté du PO qui la comprend, et on sait à cœur justement de pouvoir atteindre nos objectifs et la raison pour laquelle nous voulons atteindre ces objectifs. Absolument. C'est ça, tout à fait. Et c'est là aussi où je pense que l'approche multisectorielle est importante. C'est-à-dire ne plus faire de ce programme-là un programme tout simplement du ministère de la Santé, mais faire appel aux autres ministères tels que, parce que dans tous les pays, nous disposons de ministères des Affaires sociales. Et je pense que c'est là, et quand, comme on a dit tout à l'heure, en faisant intervenir donc c'est la recherche avec les anthropologues, les sociologues qui nous ouvrent la voie et qui permettent justement à ces ministères, que ce soit le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Santé, pour tracer et baliser la voie vers cela et utiliser, comme vous l'avez dit, toutes ces ressources qui sont des ressources domestiques pour aller dans ce sens-là, et combler et ne pas laisser attendre tous les bailleurs de fonds. Et je pense aussi que dès que les bailleurs de fonds verront les pays faire des efforts là-dessus, donc ils seront peut-être plus prompts à additionner, à apporter des ressources additionnelles pour qu'on puisse financer donc ces aspects-là. Donc c'est très bien. Il y a une analyse très fine qui est faite actuellement, je pense, au niveau des investissements avec le partenariat de Ouagadougou, qui pointe du doigt justement ce que Naomi a dit, et de montrer donc ce déséquilibre entre les financements des différentes rubriques des plans budgétisés, et qui montre que effectivement tout ce qui a à faire à la demande, c'est quelque chose de sous-financé. Et il y a un dernier point que je veux faire, pardon Senam, qui va rallier un peu ce dont Fatimata a parlé en amenant les anthropologues, les sociologues, et un point que Mariam a fait dans son intervention sur le fait que ce sont les jeunes qui vont établir les normes sociales dorénavant. Ils ont déjà commencé d'ailleurs,
Et ça me rappelle un commentaire que Ousmane Ouedraogo de la société civile du Burkina a fait sur le fait d'être parfois un peu dépassé par les normes sociales, par les jeunes. On demande à la société civile de faire un plaidoyer en faveur des jeunes parfois que eux-mêmes ne comprennent pas les comportements des jeunes. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail à faire de la part du PO, justement, de pouvoir lier ces normes sociales-là avec les jeunes, avec les anthropologues. Et je pense que c'est un travail qu'on n'a pas assez fait, comme l'a dit Mariam, d'associer les jeunes dans justement tout ce travail de normes sociales et de changement de comportement. C'est le dernier point que je voulais faire. Absolument. Oui, et Mariama, elle est là aussi. Peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter à cette discussion très importante. Oui, en fait, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que nous, on plaide beaucoup pour le changement des normes sociales. On dit que voilà, les jeunes, on a besoin d'avoir accès aux services de santé, de la reproduction et de planification familiale. Mais très souvent, on se rend compte que les projets et les programmes en lien avec ces changements de normes sociales ne sont pas assez financés. Parce que beaucoup nous disent, on a financé par exemple les centres amis des jeunes, mais on se rend compte que ça ne donne pas trop de résultats. Alors prouvez-nous que ça marche. Donc, c'est très important surtout d'impliquer les jeunes parce qu'on est là, on peut mobiliser énormément de jeunes. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes leaders dans les communautés qui mobilisent énormément de jeunes, notamment les leaders religieux jeunes, qui est vraiment une nouvelle stratégie que nous, on a commencé à mettre en œuvre ici au Niger. On est en train de les amener à porter le message en faveur de la santé et de la reproduction et à mobiliser les jeunes pour vraiment changer ces normes sociales-là. Parce qu'ils sont très influents, ils sont très écoutés et très respectés. Et c'est une stratégie qui peut nous permettre vraiment de toucher le maximum de jeunes et de changer ces normes sociales-là. Donc, vraiment, toujours impliquer les jeunes parce qu'on vit ces normes sociales, on les comprend. On comprend un peu comment les contourner et quelles stratégies on peut avoir pour favoriser vraiment notre accès aux services de PF. Donc, on est là pour ça et on a compris au fil des années que la faible implication des jeunes dans les stratégies de changement de normes sociales a fait en sorte qu'on n'avait pas les résultats escomptés. C'est vrai qu'un changement de normes sociales, c'est très long, ça prend du temps et c'est un processus qui implique beaucoup de personnes et beaucoup de stratégies, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire. Aujourd'hui, avec la nouvelle stratégie du partenariat de Ouagadougou qui fait un focus sur les jeunes et leur implication dans les changements de normes sociales, je pense qu'on va y arriver et ça commence déjà à changer. On commence à discuter avec les leaders religieux, on commence à parler de santé de la reproduction, le tabou est en train de se briser. On peut vraiment y arriver et mobilisons-nous tous au niveau local, les ressources domestiques, la multisectorialité, comme disait Fatima Tassi, et prouvons aux bailleurs que ça marche, qu'on peut changer les normes sociales et je pense qu'ils vont injecter de l'argent dans des projets en faveur du changement des normes sociales. Merci beaucoup. J'ai une question pour Mariba. On sait très bien que FP 2020 est aussi dans la même démarche de réflexion, de stratégie après justement après 2020. Comme il y a une relation entre les deux groupes, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un peu s'il y a une collaboration et si oui, comment est-ce que ça se passe? Absolument. Alors, c'est vrai que FP 2020 est dans ce même processus-là. Ils avaient une vision jusqu'à la même échéance que nous, que le partenariat de Ouagadougou sur 2020. Et donc, ils ont commencé même avant nous à faire leur processus. Évidemment, eux couvrent 69 pays, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et sont aussi en train de penser à comment avoir un modèle encore plus approprié pour les différentes régions qu'ils couvrent. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau, en tout cas, du secrétariat de FP 2020 et l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des appels très fréquents où on a inclus, par exemple, certains des bailleurs qui nous lient, justement, pour pouvoir parler de nos visions sur 2030. Il y a beaucoup de similitudes sur les chiffres notamment. Il faut qu'on s'assure que le partenariat de Ouagadougou s'inscrit dans la vision et les objectifs globaux de FP 2020. Alors,
le processus continue au fur et à mesure que FP 2020 a plus de visibilité sur ce qu'ils vont faire, sur leurs objectifs. Mais nous avons un appel, par exemple, demain pour parler des chiffres, pour parler des indicateurs. Les normes sociales reviennent beaucoup, non seulement dans notre vision à nous, dans nos objectifs à nous, mais dans les leurs aussi. Donc, cette question, par exemple, et je pense que c'est là que cet atelier est extrêmement utile, où on a certains retours et on voit tout de suite sur quels aspects il y a beaucoup de focus et d'intérêt, et de pouvoir intégrer ça dans nos conversations avec les partenaires, dont FP 2020. Donc, la collaboration continue, de toute façon, sur 2021-2030, on espère même la renforcer, pour dire vrai. Et donc, on tiendra au courant tous nos points focaux et la communauté du partenariat de Ouagadougou une fois que les dernières décisions seront prises, mais juste pour dire que la collaboration sera encore plus accrue sur 2021 et 2030. Merci. J'ai une autre question, et pour toi, Marie. Et c'est sur cette dynamique après 2020, justement, de régionaliser ce mouvement qui est le nôtre. Et donc, même en ce qui concerne l'UCPO, il y a quelques changements. Je pense que la semaine passée, on a vu passer un proposal pour la localisation. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet élément important de la stratégie après 2020? Absolument. Alors, ce qui est ressorti pendant les consultations dont j'ai parlé auparavant, c'était justement le besoin d'avoir encore plus d'appropriation régionale et locale, non seulement de l'UCPO, mais même du PO, le mouvement. Donc, il y a certaines mesures qu'on a commencé à prendre déjà durant l'année 2020, notamment des appels mensuels avec les points focaux du PO, dont j'ai parlé précédemment. Nous avions l'habitude d'avoir ces appels avec les bailleurs, mais on a pensé que c'était tout à fait normal et opportun de les avoir également avec les points focaux du PO. Et c'est là qu'on a eu des échanges extrêmement enrichissants sur les expériences, par exemple par rapport à la riposte à la COVID-19, une expérience du Mali, par exemple, qui a été présentée sous l'angle communautaire qui se fait présentement et qui marche au Mali. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a eu justement ce retour qu'il fallait plus d'appropriation, plus de ownership, et c'est là qu'on a décidé effectivement que même pour le secrétariat, donc l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, d'essayer d'avoir en tout cas la partie administrative gérée par une entité, comme on dit, locale ou régionale. Et donc, ce travail a commencé avec un appel à proposition que nous avons lancé la semaine dernière. Et c'est vraiment pour répondre à ce besoin dont on a entendu parler durant les consultations, donc qui vient de certains d'entre vous déjà, qui sont sur cet atelier, et d'autres qui ont émis ce souhait qu'il y ait plus d'appropriation, qu'il y ait plus d'ancrage. Et c'est vrai que ça facilitera même le travail par rapport à tout ce qui est décalage horaire, par rapport à la compréhension du terrain, de ce qui se passe dans les 9 pays. Et voilà, donc ce travail a été entamé. Il y aura d'autres mesures, je pense, sur 2021-2030 qui seront aussi prises dans ce sens-là, mais toujours dans le cadre ce sera fait en consultation avec les partenaires, parce que voilà, le partenariat de Ouagadougou, ce n'est pas que l'affaire de l'unité de coordination, c'est l'affaire de tous. Et on voudrait s'assurer, c'est le meilleur moyen aussi de s'assurer d'arriver à un certain succès d'ici 2030 en insérant et en incluant le plus grand nombre justement dans toutes ces prises de décision. Dans ce sens-là. Très bien. Ce que je ferai, parce que nous sommes pratiquement au terme de cet atelier, c'est d'ajouter certaines personnes encore présentes avec nous à cette discussion, et pour savoir si vous avez quelques éléments importants que vous avez peut-être pas mentionnés, que vous voudriez mentionner maintenant. Donc, peut-être je pourrais commencer par Pape. Non, peut-être juste reprendre là où Marie avait terminé par rapport aux opportunités
donc d'appropriation et tout ça. Je pense que c'est une tendance qui n'est pas limitée simplement à la planification, mais c'est le développement en général. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle phase et je dois faire juste, c'est lancer, c'est un défi que je lance à tout le monde. Je crois que les gens vont continuer à vouloir voir des résultats concrets et tangibles. Et nous avons une opportunité de prendre les choses en main, mais nous avons aussi une opportunité de démontrer qu'on peut le faire. Donc, c'est juste un appel pour continuer donc à se lancer dans ce mouvement pour ne pas décevoir. Parce que bon, ce n'est pas toujours facile. Donc, voilà, merci. Okay. Oui, Fatimata. Oui, encore merci. Félicitations. En tout cas, je pense que une vision, comme j'ai dit, très pertinente. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de stratégies et de nouvelles orientations, de nouvelles approches qui vont être mises à profit. Je pense que c'est quelque chose de fondamental si on peut amorcer ces changements qui sont énoncés dans cette vision et dans cette stratégie. Ce que je dirais, je pense que c'est ressorti dans nos discussions, mais je voudrais y insister. C'est que la phase d'urgence d'agir, la phase d'accélération, on a enregistré des succès et c'est des succès qui sont notoires et qui ont été reconnus par les pays et par la communauté internationale et qui nous permettent aujourd'hui de nous projeter vers l'avenir avec encore beaucoup plus d'ambition et d'assurance. Mais nous savons que ça va être la partie difficile parce que ce que nous avons pu jusqu'à présent avoir, c'est vraiment, comme disent les anglophones, c'est low hanging fruits. Et puis maintenant, c'est là où vraiment la création de la demande au niveau de chacun des pays va être quelque chose de fondamental si on veut arriver à cet objectif ambitieux. Donc, et on a dit tout à l'heure que pour créer cette demande, il faut secouer les normes sociales. C'est là où nous avons plus de difficultés en termes, parce que changer les normes sociales, ce n'est pas quelque chose de facile, même si nous avons les leviers et nous avons les approches, mais nous savons aussi que c'est là où on a le moins de financement. C'est pour dire que le défi fondamental pour les 10 prochaines ou les 5 prochaines années, c'est d'arriver à créer cette demande et de satisfaire cette demande. Mais cette création de la demande va être fondamentale, mais je suis certaine que ça va être fait parce que quand on voit des jeunes comme Mariama, quand on voit des religieux ou des leaders religieux comme Marlène, quand on voit les jeunes qui gouvernent aujourd'hui, qui sont dans les instances de gouvernance du partenariat de Ouagadougou, comme les Mariba, moi je suis très confiante que les choses vont aller bien et aller vite. Donc vraiment, c'est de souhaiter plein succès à lancement de cette stratégie, et que pour que en 2030, c'est que nous soyons là où nous voulons être. Encore bravo, et je sais que ça ne va pas être facile, mais il y a l'énergie, le dynamisme, l'engagement pour arriver à cela. Merci Fatimata. Mariama? Merci beaucoup Sena, merci Fatimata et merci Apap. Je vais juste revenir sur la participation des jeunes parce que c'est le plus grand plaidoyer que moi je porte vraiment, c'est pour les jeunes, c'est pour dire que les jeunes, on est là, on est capable, on a les compétences, on a les capacités et on est prêt à accompagner vraiment la nouvelle stratégie du partenariat de Ouagadougou dans les 10 prochaines années. Vraiment, ce focus sur les jeunes nous rassure parce que pendant longtemps, on s'est plaint de la participation effective des jeunes et là, on a l'implication et la participation effective des jeunes. C'est juste pour rassurer tout le monde, tous les partenaires, le partenariat de Ouagadougou qu'on est là
et il y a l'engagement politique dans nos pays et qu'on est prêt à porter vraiment les messages pour le changement des normes sociales. Parce que c'est souvent ce qu'on reproche, on nous dit, vous plaidez pour les jeunes, mais est-ce que les jeunes eux-mêmes portent ces messages? Donc nous, on est là pour porter ces messages et pour rappeler qu'il y a certains qui se battent pour nous, pour que les normes sociales changent, mais il faut aussi que les gens comprennent que cela vient de nous et qu'on est là et qu'on porte vraiment ce message-là et qu'on veut avoir accès aux services de santé, de la reproduction et de planification familiale. Donc, vraiment, merci à tout le monde et je nous souhaite bonne chance. Je sais que ça va très bien se passer. Et comme je dis toujours, les jeunes, on est le présent, mais on est également l'avenir. Merci beaucoup. Marlène? Merci Sénam, merci Marie, merci Pape, merci Fatima, merci Norbert, merci Mariama. C'est vraiment un privilège pour moi d'être parmi vous. Je disais tout à l'heure que je vais parler avec les sommités du partenariat. J'étais très fière d'être parmi vous. Alors donc, je pense qu'il faut retenir quelque chose de très important tout au long de nos échanges. On dit souvent qu'il n'avance pas, recule. Alors donc, comme nous avons choisi d'avancer, nous devons faire en sorte que les normes sociales, nous puissions, au sein des normes sociales, nous puissions identifier les normes qui favorisent l'atteinte de nos objectifs et voir les normes qui freinent l'atteinte de nos objectifs. Et c'est en cela que nous devons agir. Et qui sont les garants aujourd'hui des normes sociales? Ce sont les leaders religieux, ce sont les parents, ce sont les personnes sages dans nos sociétés. Et pour y arriver, la contribution des jeunes vient à point nommé. Parce que lorsqu'un enfant demande quelque chose à son papa, la façon de le faire, elle est différente. Les jeunes savent comment demander. Et si ils savent demander, on peut arriver à changer les choses positivement en impliquant les leaders religieux et abaisser un peu la garde. Parce que quand c'est trop dur, ça n'avance pas. Nous tenons vraiment ferme nos valeurs. Mais aujourd'hui, nos valeurs, est-ce que nos valeurs nous amènent à aller loin ou freinent le développement personnel de nos propres enfants? Il faut une rétrospection, il faut revoir ce qui est bon et mettre de côté ce qui n'est pas trop bon pour pouvoir avancer. Et c'est à cela que j'invite le partenariat de Ouagadougou. C'est vrai que ce n'est pas quantifiable, c'est à long terme, mais ça peut être déterminant pour avancer positivement dans les objectifs d'ici 5 ans ou 10 ans, comme l'a dit tout à l'heure Fatima Tassi. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci Marlène. Docteur Norbert Coulibaly, un dernier mot, une dernière contribution. Oui, merci Sénam. Alors moi, je voulais terminer surtout sur une note d'optimisme. Hein. Je dis que je suis très très optimiste par rapport à cette stratégie, qui est une stratégie émergente avec un objectif ambitieux mais réaliste. Nous avons fait la démonstration au cours de la dernière décennie et je pense qu'au-delà du nombre d'utilisatrices de planification familiale, de méthodes modernes, il faut voir l'impact sur la santé des femmes, des jeunes filles et au-delà des femmes et des jeunes filles, mais aussi des familles et des communautés. Et nous pensons qu'avec cet objectif et tout le potentiel qui a été développé au cours de la dernière décennie, nous pouvons atteindre l'objectif qui a été fixé et au-delà de cet objectif, contribuer de façon très significative à l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels tous nos pays ont consenti et dans lesquels ils sont très fermement engagés. Donc, je suis très optimiste. Et il nous reste simplement à redoubler d'efforts, à travailler dans la synergie pour que cette stratégie soit véritablement mise en œuvre avec grand succès à l'horizon d'ici 2030. Merci. Merci Norbert. Il y a une dernière question, enfin une question quand même que je trouve importante, et c'est dans quelle mesure la crise sanitaire que nous traversons actuellement pourrait impacter non seulement l'élaboration de la stratégie, mais aussi le déroulement de cette stratégie et la tête des objectifs. Alors, je vais peut-être commencer par Marie-Pa et ensuite
vous pourrez aussi intervenir si vous le voulez. Merci Senam. Alors pour clôturer un peu, c'est vrai que la question de Naomi est très pertinente. C'est vrai qu'au moment de l'élaboration de cette stratégie qu'on a commencé depuis 2019, on a commencé les consultations, on n'avait pas à l'esprit cette crise sanitaire que personne n'avait vu venir, mais fort heureusement, nous avions prévu un des grands axes justement de cette stratégie 2021-2030, et de pouvoir faire face aux crises humanitaires. Donc, on avait parlé des crises humanitaires, du contexte sécuritaire dans lequel certains de nos pays, au moins la moitié de nos pays évoluent, et de pouvoir faire en sorte que la planification familiale soit des éléments centraux dans les réponses justement à ces crises humanitaires. Alors, on a eu à apprendre de cette crise sanitaire-là également, et donc il y a effectivement certains aspects qui sont relativement assez différents, mais dans la mesure du possible, nous avons pu nous adapter, et c'est aussi pour nous, depuis le début de l'année, ce que nous avons fait, c'est de suivre justement l'évolution des pays par rapport à la réponse à la crise sanitaire et la place de la planification familiale et l'impact que ça a sur les indicateurs que nous continuons de poursuivre. Et donc, je pense qu'on aura une meilleure idée d'ici la fin de l'année et même en début d'année prochaine, comment les pays ont pu s'adapter justement à ce contexte difficile et comment nous pourrons mieux les appuyer dans le futur, parce que je pense qu'on est tous conscients que ce genre de crise peut arriver de plus en plus. Voilà. Alors, mais, je pense... Merci, non, je pense qu'on arrive vraiment au terme de cet atelier, de cet échange. Donc, j'aimerais rapidement demander à la directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou de faire un petit mot, un mot de fin, et pour qu'on puisse clôturer cet événement. Merci Senam. Alors, je crois qu'encore une fois, c'est le lieu de remercier vraiment tous les participants, tous les commentaires que nous avons reçus, les encouragements dans le groupe chat. Je pense que pour moi, en tout cas, et même le reste de l'équipe de l'unité de coordination et de eTriLab, c'est de voir les réactions. Et je pense qu'on a identifié les aspects qui semblent être les plus importants et qui sortent vraiment de cette stratégie, en tout cas de votre part. On a beaucoup parlé des normes sociales, on a beaucoup parlé des jeunes, on a beaucoup parlé de l'implication des religieux aussi dans ce brassage d'idées et de solutions. Et je pense que ça nous donne une idée des éléments qui seront les plus importants et peut-être les plus faciles même à mettre en œuvre avec votre soutien. Donc, c'est le lieu de remercier tout le monde et j'espère vraiment que cette session aura permis à un plus grand nombre de comprendre la stratégie. Nous avons un cap. On a eu tout un momentum depuis 2011 qu'on veut maintenir, mais maintenant que nous avons un cap sur 2030, je pense que ça facilitera justement l'atteinte de ces objectifs-là et être beaucoup plus ambitieux même dans ce que nous voulons réaliser d'ici à notre prochaine échéance. Et évidemment, je pense qu'il y aura des échéances avant qu'on arrive à la date de 2030 où on aura l'occasion d'évaluer et cette stratégie, elle est flexible. J'ai parlé du fait qu'elle soit finalisée. Nous avons besoin de la présenter officiellement au ministre de la Santé dans pas longtemps. Mais nous voulons aussi qu'elle puisse être un document vivant, un document flexible. Et si jamais il y a des suggestions que vous avez, n'hésitez pas à nous en faire part, surtout dans la mise en œuvre. Et comme je dis, la mise en œuvre, elle se fera par nous tous et à travers nous tous. Alors, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier particulièrement nos panélistes. Je pense à Marlène qui a beaucoup parlé du brassage et du rôle de la communauté religieuse dans l'atteinte de nos objectifs. Je remercie également Jérôme qui n'a peut-être pas, qui a eu des problèmes de connexion et qui allait représenter la société civile sur cet appel. Mbaye Kongoudié, je pense qu'il nous a quittés, qui a eu des soucis de connexion également, mais qui est un soutien indéfectible, non seulement à l'UCPO, mais de façon générale au partenariat de Ouagadougou. Je pense que c'est un des premiers bailleurs et partenaires auxquels j'ai eu affaire en travaillant à l'UCPO et son engagement et son soutien a toujours été constant. Je voudrais aussi remercier le docteur Agossou qui a dû se déconnecter parce qu'il est présentement à l'intérieur du pays et donc a des problèmes de connexion, mais
C'est un de nos points focaux au gouvernement qu'on sollicite énormément ces temps-ci, surtout avec la prochaine réunion annuelle dans laquelle il est très impliqué et le Togo est aussi très impliqué. On donnera plus d'informations sur cela sur notre site web, mais vraiment de remercier le Dr Agoussou et le Togo pour leur disponibilité. Merci également à Mariam. Je pense que c'est bien la preuve que quand on implique les jeunes, on sollicite également beaucoup Mariam, mais je pense que c'est aussi en grande partie à cause de son professionnalisme. C'est bien la preuve qu'on peut impliquer les jeunes au même titre que d'autres partenaires et d'autres panélistes et d'autres collègues et pouvoir attendre le même résultat aussi professionnel et aussi pertinent que tous les autres panélistes qui ont été sur cet appel aujourd'hui. Et j'ai vraiment adoré la réflexion que tu as faite sur le fait que ce sont les jeunes qui établissent les normes sociales dorénavant. Donc, notre temps est passé. Je voudrais également remercier Pape, qui est notre Special Advisor pour l'UCPO, qui est aussi un des membres fondateurs du partenariat de Ouagadougou, d'avoir pris part à cet appel et qui a rajouté du cachet sur notre atelier virtuel. Et merci également, je pense que les commentaires aussi en témoignent. Je ne sais pas si Fatimata, tu as pu voir les commentaires dans le chat. C'est vraiment de dire que si nous en sommes là et de pouvoir prétendre à l'atteinte de notre objectif pour 2020 et de pouvoir même parler d'une vision à l'horizon 2030, c'est en très grande partie grâce à Fatima Tassi. Apparemment, tu manques à beaucoup de gens quand je vois les commentaires dans le chat et à nous également, mais Fatimata travaille aussi beaucoup avec nous sur certains éléments de la stratégie. Voilà, et vous avez vu, je pense, tous les conseils, par exemple, qu'elle a pu prodiguer lors de cet atelier-là. Donc, c'est vraiment de te remercier du fond du cœur pour ta disponibilité et pour tout ce que tu as pu faire pour le partenariat de Ouagadougou et les femmes d'Afrique de l'Ouest en général. Et mon dernier remerciement sera à E-Try-Labs, toute l'équipe qui a su nous garder dans les temps. Ce n'est pas que Senam, E-Try-Labs, c'est aussi beaucoup d'autres collègues qui sont en off, que vous ne voyez pas forcément, mais qui s'assurent que cet atelier se déroule voilà, de façon professionnelle. C'est donc vraiment de remercier E-Try-Labs encore pour l'accompagnement que vous avez eu, le soutien à l'unité de coordination. Je pense que parfois, quand on parle de l'UCPO, on a même tendance à rajouter Senam, Aurel, Muriel dans le staff. Donc voilà, c'est de remercier tout un chacun et de savoir que cette stratégie, elle est encore sur notre site web et que vous avez la possibilité de nous contacter directement par email également si vous avez des questions, des suggestions ou des apports sur comment vous pensez, vous, pouvoir vous inscrire dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Je pense que c'est le point qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir vers nous et prendre attache avec nous. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous encore. Et merci Marie, merci pour ton professionnalisme. Merci aussi d'incarner cette vision jeune, dynamique du PO. Et à très bientôt donc sur nos plateformes digitales et continuer de suivre le partenariat de Ouagadougou et surtout cette stratégie à beyond2020.partenariat-ouagadougou.org. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye.